Chers amis, mille grâces d'être parmi nous, toujours à Blois sur les bords de Loire. Après avoir visité la ville dans la vidéo précédente, nous allons maintenant suivre une visite insolite de ce château aux multiples façades. Il est également un exemple d'architecture et riche d'une histoire hors pair, dont on dit qu'il fut le témoin d'intrigues et d'assassinats. Notre guide sera Pascal, les textes sont signés Lucie et la réalisation R2M. Le Château Royal de Blois est un sujet R2M, audiovisuellement vôtre. Le château de Blois est constitué de 3 ailes, chacune respective d'un style architectural bien particulier. Le style gothique marqué par le règne de Louis XII, le style Renaissance de l'aile François Ier, et enfin l'architecture classique avec l'aile Gaston d'Orléans. Mais l'histoire du château est en fait très ancienne et remonte au Moyen-Âge. La salle des États, construite par le comte Thibaut VI en 1214, est la partie la plus ancienne du château, mais également la plus ancienne salle civile gothique de France. Elle sert de salle de justice sous les comtes de Blois et son nom, salle des États, vient du fait qu'elle abrite les États généraux de 1576 à 1588. Louis d'Orléans naît au château de Blois en 1462. En 1498, il succède à son cousin Charles VIII au trône de France. Il fait du palais sa résidence principale et de Blois la capitale du royaume. La statue équestre du souverain surplombe la cour et accueille les visiteurs. On lui doit cette aile singulière de briques et de pierre au décor gothique. On trouve également son monogramme couronné et le porc-épic un peu partout en ornement. En deuxième noces, il épouse la veuve de son prédécesseur, Anne de Bretagne, femme de pouvoir et mécène des arts. Louis XII meurt en 1515 et confie le trône à François d'Angoulême, devenu François Ier. À Blois, il ajoute l'aile en retour dans le style Renaissance, c'est-à-dire à l'architecture et l'ornementation marquées de l'influence italienne et antique. Iconique, la façade sur la cour s'organise autour d'un magnifique escalier dit à vis hors d'œuvre. Entrons maintenant dans les appartements royaux. Ils redonnent toute la couleur souvent oubliée des intérieurs de la Renaissance. Et la salamandre, emblème de François Ier, se retrouve partout dans le décor. Fils de François Ier, Henri II, récemment sacré, fait son entrée dans Blois en 1547. Mais c'est surtout l'image de son épouse, Catherine de Médicis, qui marque le décor. Le double monogramme couronné, composé d'un H d'Henri et d'un C de Catherine, se retrouve sur l'ensemble des peintures. Dans la chambre de la reine, vous accédez au studiolo de Catherine de Médicis, c'est-à-dire le cabinet d'études. Derrière les panneaux de bois peints au décor de candélabres se dissimulent 4 placards à mécanisme secret. Les armoires s'ouvrent en actionnant une pédale cachée dans une plinthe. Cette pièce est ainsi surnommée la chambre des secrets. Grâce à Pascal, nous découvrons tous les secrets de l'habillement des femmes à la Renaissance. Par-dessus une longue tunique vient s'ajouter
des boudins pour marquer les hanches et des cerceaux pour donner du volume à la robe qui les recouvre. Après le décès de son époux, la reine Catherine choisit de ne revêtir que du noir. Henri II meurt tragiquement lors d'un tournoi. C'est François II, son premier fils, qui lui succède, puis son deuxième fils Charles IX. Mais celle qui régente tout, c'est la reine Catherine. Au XVIe siècle, c'est les guerres de religion qui font rage, opposant les catholiques aux protestants. Et au centre, il y a la famille royale qui tente d'apaiser les choses. La Ligue catholique, menée par Henri Ier de Lorraine, duc de Guise, convoite de plus en plus le trône. C'est alors que le roi Henri III, troisième fils de Catherine, prend la décision d'éliminer Henri de Guise. Trouvant le prétexte de convoquer les États généraux, le 23 décembre 1588, Henri III attire Guise dans un guet-apens au sein même du château de Blois. Henri III le réclame personnellement dans son cabinet pour s'entretenir avec lui. Guise, fort et sûr de lui, traverse la chambre et entre dans le cabinet où des hommes en armes l'attendent. Ces derniers se ruent sur le duc, qui riposte, mais atteint par de multiples coups d'épée, finit par s'effondrer. Il est encore plus grand, mort que vivant, aurait dit Henri III, qui, par ce crime, vient lâchement d'éliminer un de ses plus farouches opposants. Le principe de la loggia vient d'Italie. Ses ouvertures, comme des balcons couverts, offrent une vue panoramique sur les jardins aujourd'hui disparus. La façade des loges offre une architecture typiquement italienne. Disposition régulière des ouvertures, arcs en berceau, pilastres aux ordres antiques et même des reliefs représentant les 12 travaux d'Hercule. Suivons maintenant Pascal dans les combles pour observer la dissymétrie de la toiture de l'aile François Ier. En effet, le bâtiment a été élargi côté façade des loges, où une partie de la charpente existante a été conservée et sur laquelle il a été ajouté une nouvelle structure, très visible depuis le pignon. Une partie de l'aile François Ier vient s'accoler l'aile Gaston d'Orléans. Henri IV et Marie de Médicis ont eu 2 fils, Louis, qui deviendra le roi Louis XIII, et Gaston d'Orléans. En 1626, Louis XIII alloue le comté de Blois à son frère Gaston en guise de cadeau de mariage, mais surtout pour éloigner un frère trop perturbateur et conspirateur. Gaston d'Orléans souhaite marquer le château de son empreinte. Il veut totalement le refondre avec une architecture en plein essor, le classicisme. Mais en 1638, un événement vient tout perturber. La naissance inespérée de Louis Dieudonné, héritier de Louis XIII. Et à la naissance d'un deuxième fils, Gaston se voit alors écarté de toute ambition royale. Il est coupé de tout espoir de porter un jour la couronne, mais également d'une partie de ses rentes qui stoppent les travaux du château de Blois. Nous venons de passer l'entrée. Vous êtes accueillis dans le vestibule, abrité d'un magnifique plafond percé laissant vue sur une double coupole. S'y déploie un escalier majestueux, très moderne pour l'époque, un chef-d'œuvre de stéréotomie. Il permet à l'architecte de libérer le passage entre la cour et les jardins et relier ainsi l'architecture et la nature. Imposante et majestueuse, cette façade est également adoucie, élégante et délicate grâce au portique concave soutenu par des colonnes cannelées. Attaché à l'aile Louis XII, où nous retrouvons d'ailleurs son monogramme ainsi que celui de Anne de Bretagne sur le fronton en arc brisé, nous voilà à la chapelle Saint-Calais. C'est ici, en 1429, avant son départ pour lever le siège d'Orléans, que Jeanne d'Arc est bénie. Nous allons maintenant monter dans la tour de la foi,
qui, avec la salle des états que nous avons vue tout à l'heure, est le seul élément médiéval toujours visible au château de Blois. C'est ici que se termine la visite, avec ce magnifique panorama sur la Loire et cette vue imprenable sur la ville de Blois. Demeure des rois, témoin de l'histoire, château aux moultes transformations, exemple de différents styles architecturaux qui a su nous faire traverser les âges.